Merci beaucoup Pierre Lecause de nous avoir présenté cette dernière conférence de cette manière humoristique qui a détendu notre journée qui a été lourde, difficile, mais je voudrais qu'on dépasse les rires qui nous ont tous fait du bien pour qu'on apprécie la profondeur du discours sous-jacent au deuxième degré de Pierre Lecause, qui est, dans beaucoup de domaines, a été extrêmement fin et nous a montré à quel point notre approche actuelle était pleine de dangers, pleine mais avec malgré tout toute la tendresse et toute l'affection qui entoure les gens dont nous sommes amenés à nous occuper. Sincèrement, j'ai beaucoup apprécié d'abord les allusions historiques et surtout philosophiques que tu as été amené à faire, et puis cette sensibilité finalement très profonde dont tu as fait preuve en montrant toujours à l'envers la réalité des choses. Et ça, vraiment, c'est un tour de force, bravo. On m'avait dit que tu étais un excellent orateur, et bien on ne s'était pas trompé. Bien, est-ce que les uns ou les autres, vous avez des questions au premier degré, hein, s'il vous plaît, à poser à Pierre Lecause? Oui, je ne suis pas sûre que ce soit Pierre Lecause qui puisse y répondre, mais j'ai une question qui n'a toujours pas de réponse, et j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, que le corps, au moment de ce passage, perd 21 grammes. Et si c'est vrai, est-ce qu'il y a une explication authentique à cette croyance? Personnellement, je n'en sais rien. Est-ce que quelqu'un ici peut répondre à cette question? Tu veux dire un mot? C'est l'âme. Moi, à ma connaissance, ça n'a jamais été démontré. Je ne pense pas qu'on se soit jamais amusé à immédiatement peser un mort aussitôt après l'avoir entendu. Puis par ailleurs, cette thèse tendrait à démontrer qu'il existe une âme qui est partie, mais on voit bien la contradiction. C'est que l'âme aurait un certain poids, donc elle serait matérielle, donc ce ne serait pas une âme. Il serait extrêmement décevant que l'âme ne pèse que 21 grammes, en plus. D'autres questions? Oui. Vous m'avez rappelé quelque chose que Nietzsche a dit. Aligné des philosophes, celui qui rit est le philosophe. Par rapport à ma petite connaissance que j'ai eue en physique à l'école, on passe d'un état à l'autre. Par exemple, l'eau va passer de l'état solide, quand on la congèle, l'état liquide à l'état de vapeur. Le corps étant matière, il faut un passage aussi. Pourquoi ne pas vouloir appliquer ce terme à la mort? C'est un passage d'un état à un autre. Je ne sais pas si c'est vraiment une question. Parce que je pense simplement que j'ai fait cette différence entre la mort cellulaire complète, qui ne se fait pas puisque c'est progressif, hein, ça prend des heures, je ne sais pas combien, 48 heures pour qu'il y ait vraiment une mort absolue. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à ça. Mais je ne pense pas que quand nous évoquons la mort en termes de passage, ce qui nous vient à l'esprit, c'est que le corps se désagrège progressivement. Ce que nous voulons faire, c'est des métaphores pour rendre la brutalité de cette perception qui nous percute, de ce changement de couleur, de cette lividité, de ces phénomènes que j'ai décrits de raidissement, pour l'atténuer, pour le rendre un peu poétique finalement. Je voulais poser une question. Vous avez parlé des artifices qui entourent la mort, farder le mort, les nouvelles tombes, etc. Mais la crémation dans tout ça, vous l'analysez comment?
non, mais c'est une question. D'ailleurs, je vous signale que pour la crémation aussi, il existe ce genre d'artifice, puisqu'il y a des gens qui veulent se faire incinérer et qu'on mette leurs cendres dans une montgolfière ou dans des formes, dans des urnes aussi esthétiques, artistiques. Hein. Ce sont ce qu'on appelle des systèmes écologiques. Alors moi, je crois que là, ça nous entraînerait vraiment très loin. Je crois que dans la volonté d'être incinéré réside une peur de se réveiller à l'intérieur de la tombe. Je pense vraiment qu'il y a des histoires comme ça, de gens qui croient qu'ils risquent de se réveiller et d'étouffer dans leur tombeau. Ils préfèrent l'incinération. Mais c'est une réponse vraiment insuffisante. Je demanderais beaucoup de compléments. Il y a la symbolique du feu qui devrait aussi être interrogée dans cette affaire. Il peut y avoir aussi une espèce de revanche contre ce corps qui nous a fait souffrir, ce corps qui était laid, ce corps cabossé et ravagé par les métastases, etc. Et peut-être une forme de vengeance. En tout cas, beaucoup d'interprétations et probablement aucun jugement de valeur morale ne peut être prononcé parce que, éthiquement parlant, il est assez indifférent pour moi d'être enterré ou d'être incinéré. Bien, je me permettrai de faire aussi une synthèse avant de passer à la prestation suivante. C'est vrai que ce que disait le professeur Grimaud, j'ai beaucoup apprécié pour ma part la présentation que vous avez eue à la fois de la mort physique, puisque vous l'avez abordée sous différents thèmes avec humour, aussi de la façon le rapport à la mort des uns et des autres, pour enfin finir avec une note humoristique, mais qui est quand même bien réelle. J'avoue pour ma part avoir vraiment retrouvé le sens du titre de notre journée, à savoir l'éthique, mais surtout d'une mort annoncée, moi et l'autre, puisque ça m'a renvoyé à la fois à la mort de l'autre et à notre propre mort. Et vous avez su, je peux dire, nous parler de cette mort avec humour, sans pour une fois nous retrouver à refuser d'en parler tout simplement ou à l'évoquer. Je passerai maintenant pour la synthèse et la conclusion la parole à la fois à Monsieur Lecause et à Madame Brock. Bien, donc pour conclure cette journée, essayer d'être synthétique par rapport à tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. J'ai entendu donc qu'il était facile de parler intellectuellement de la mort, mais que de regarder la mort en face pour soi et de se dire que là c'est maintenant pour moi, c'est quelque chose de très compliqué, à laquelle nous ne sommes pas préparés et qui nous met dans un exil, ce sont tes termes, et dans une perte de repères terrible, à la fois interne, à la fois externe, avec une peur de la solitude, puisque nous allons nous retrouver là dans cette situation seule, entourés de gens qui ne sont pas dans cette situation-là. Et donc, j'ai entendu que cette question de l'éthique d'une mort annoncée présupposait une réflexion sur nos liens entre ceux donc qui ne sont pas malades, ceux qui ne vont pas mourir et ceux qui sont sur ce chemin difficile, il ne faut pas l'oublier, de la maladie grave. Donc, soignants, vous êtes nombreux dans cet amphithéâtre. Les questions posées sont celles de l'émotion, question fondamentale. Pierre, tu disais, il n'y a pas d'éthique sans émotion. Monsieur Rico a fait un exposé brillant sur cette question qui nous taraude tous et qui est la question des soignants. Comment on fait finalement entre la raison et l'émotion? Comment on chemine alors qu'il s'agit évidemment de choses difficiles, qu'on a en face de nous des gens en faiblesse, des gens vulnérables, des gens en difficulté. Et donc toute la question de cette journée, c'était de savoir ce que en nous, chacun, avec nos différences, avec ce que nous sommes, nous pouvons faire pour aider l'autre et pour faire en sorte que ça se passe le moins mal possible, j'allais dire, pour celui qui s'en va. Donc c'était une journée véritablement très riche,
Je retiens encore un deuxième élément dont je veux parler. Tu as parlé d'expulser les affects morbides. Et j'ai l'impression que notre société narcissique, vous savez qu'il faut se botoxer, il faut avoir trop de kilos, il faut être parfait et ne pas avoir de rides, et puis avoir des cercueils fun qui clignotent si c'est possible et qui parlent de nous. Voilà. Donc cette société narcissique, j'ai l'impression qu'elle a tendance à vouloir expulser la souffrance, expulser la difficulté, et que tout ce qu'on a lu au travers de ces différents exposés, c'était une alerte et une réflexion que nous avons à mener, parce que la vie, ce n'est pas que fun, c'est aussi douleur, c'est aussi souffrance, mais souffrance, douleur, c'est aussi la vie, quoi. Donc je crois qu'il faut apprendre à réintégrer ces deux affects, ces deux pulsions, diraient les psychanalystes, qui sont en train de se délier. Et je crois que dans l'humanité, dans l'humain, dans le travail de la vulnérabilité, nous pouvons ensemble, tous ensemble, et les philosophes nous aident, les directeurs nous aident aussi en nous portant, nous soignant, nous aidant, nous écoutant, en essayant de trouver des solutions pour nous aider à bricoler, parce que c'est du bricolage, et ça je suis bien d'accord avec vous. Donc pour essayer de faire tous ensemble, chacun à nos places, mais ensemble au mieux, pour les patients que nous accompagnons au quotidien. Voilà. Je voulais remercier aussi le professeur Grimaud, qui est le président de cet espace éthique azuréen, qui a insufflé un immense dynamisme et qui a réuni donc plusieurs compétences de gens différents au sein d'un bureau tout à fait riche et moteur, et qui essaye avec des moyens divers, variés, de vous intéresser à des questions que vous aviez compris, qu'on essaie d'occulter. Et donc, puisque la mort c'est tabou, mais c'est vrai, tu as raison, interrogeons-nous sur le fait que ça soit si difficile d'en parler. Je pense que psychologiquement, il y a une réalité là, et qu'on s'accroche au barreau, je suis d'accord avec toi. Qui que nous soyons, philosophes ou psychologues, je pense qu'on va s'accrocher au barreau quand même. Voilà, et donc vous remerciez tous, parce que vous êtes très nombreux. Voilà. Et vraiment, on espère que vous allez rejoindre, je passerai juste la parole à notre président, rejoindre les travaux de l'espace éthique, créer des espaces éthiques, travailler en lien avec Nice et Marseille, les autres espaces éthiques, pour qu'ensemble, tous ensemble, nous fassions vivre cette dynamique qui me paraît tout à fait intéressante et riche. Je vous remercie. Simplement un tout petit mot pour terminer. D'abord, bien sûr, pour vous remercier d'être venu, pour vous dire que ceux qui sont intéressés pour appartenir à un groupe thématique dépendant de l'espace éthique azuréen trouvent la liste sur une des lettres qui vous a été distribuée ce matin, la liste de ces groupes, et il suffit qu'ils nous envoient un mail à l'espace éthique azuréen et pour qu'on les insère dans ces groupes de travail. Dernière chose, l'année prochaine, rendez-vous, parce qu'on en fera une 3e réunion, et la thématique que l'on a déjà choisie, c'est éthique et nouvelles technologies. À l'année prochaine.